Bien, bonjour à tous et à toutes. Je propose qu'on commence le grand tour de ce midi. Et donc, c'est Dominique Bron qui va euh, nous faire comprendre pourquoi vieillissons-nous. Évidemment, c'est vrai que vous avez reçu le titre. Merci à tous d'être là. Vous avez reçu le titre en raccourci, mais c'est vrai que je suis hématologue. Et pourquoi j'ai été amenée à m'intéresser au problème du vieillissement? C'est parce que depuis 40 ans, je m'occupe de la leucémie euh, lymphoïde chronique, qui est une maladie qui touche absolument pas les enfants ni les ados. C'est vraiment une maladie de la personne âgée. Et quand on regarde le stroma médulaire au microscope, d'une personne jeune et d'une personne âgée, c'est vraiment très différent. Et il y avait un chercheur du laboratoire chez nous qui avait sorti ces cellules de leucémie lymphoïde chronique du sang pour les mettre dans une boîte. Et alors que ces cellules de leucémie lymphoïde, ça circule pendant des années chez les patients, quand on la sort de la boîte, en 2 heures, elle est morte. Donc ça voulait dire qu'il y a quelque chose en rapport avec notre micro-environnement médulaire, mais aussi lié à l'âge. Et donc on a commencé à s'intéresser au vieillissement. Et puis petit à petit, j'ai été passionnée, vous verrez, à part les gériatres qui sont dans la salle, qui doivent entendre ça régulièrement, ce qu'on sait aujourd'hui du vieillissement est vraiment passionnant. C'est la première dia. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voudrais balayer avec vous aujourd'hui, puisque j'ai toute la séance. C'est que le vieillissement de la population, c'est pas un scoop. Vous en entendez parler tous les jours, mais c'est vraiment quelque chose de très préoccupant. L'espérance de vie augmente, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est pas que l'espérance de vie augmente, c'est que l'espérance de vie en bonne santé augmente. Et là, malheureusement, on n'y est pas tout à fait. Donc ça, je vais commencer par cet aspect-là. Et puis, je vais vous résumer ce qu'on sait aujourd'hui de, des mécanismes impliqués dans le vieillissement, parce que ça va probablement encore évoluer avec le temps. Et il n'y a pas sept, mais il y a 9 caractéristiques du vieillissement, en tout cas 9 aspects que l'on étudie aujourd'hui. Et il y a des causes intrinsèques et extrinsèques que je vous développerai, peut-être pas toutes. Et puis, si on a le temps, je verrai là, je vous montrerai un peu ce que nous, on a fait du point de vue recherche sur le vieillissement et pourquoi le Covid a tellement tué les patients âgés, pourquoi notre système immunitaire et notre environnement médulaire est tellement déficient avec l'âge et puis les convulsions. Donc ici, l'espérance de vie. Donc vous savez tous qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, elle doit être autour de 82, 83 ans en moyenne. Et ça augmente en permanence. Dans les années 2000, on était à 78 ans en moyenne. Et donc, les épidémiologistes ont évalué un gain de 2 ans tous les 10 ans. Et donc, si on continue comme ça, évidemment, on peut spéculer qu'on ne va plus mourir. Or, ça, c'est presque pas possible, vous allez voir. Donc, ça va s'arrêter. D'ailleurs, on a l'impression que l'espérance de vie stagne un peu, mais on va probablement encore monter un peu dans les années qui viennent. Alors, une des grosses raisons pour lesquelles on vit beaucoup plus longtemps aujourd'hui, c'est évidemment les progrès de la médecine. Et quand vous regardez les causes de mort ici en 1900, qu'est-ce qui dominait? Toutes les maladies infectieuses, les pneumonies, les tuberculoses, les diarrhées. Il venait seulement après, en quatrième position, les maladies du cœur et les maladies cardiovasculaires et les cancers. Si vous regardez en 2000, les maladies infectieuses, on en a pratiquement plus dans les causes de mortalité, sauf quelques pneumonies agressives, justement chez les patients âgés. Et vous voyez qu'entre-temps, on a tous ces scientifiques et quelques prix Nobel, Pasteur, Koch, Fleming, qui sont passés par là. Et donc, on a des antibiotiques extrêmement efficaces. Donc, ce qui domine les causes de mortalité encore aujourd'hui, c'est les maladies cardiovasculaires, suivies de très près par le cancer, qui va probablement finir par dépasser les maladies cardiovasculaires. Alors, la résultante, c'est que si on regarde aujourd'hui, en 2020, on est déjà à 20% de notre population, ce sont des statistiques françaises, 20% de notre population qui a plus de 65 ans. Et si on projette ça dans le temps, vous voyez qu'en 2100, on aura 30% de la population qui aura plus de 65 ans, alors que la population des moins de 15 ans diminue. Vous savez que la natalité diminue et c'est un problème dans le monde entier. Donc c'est vraiment
un gros problème. Si vous regardez au Japon, qui est le pays où il y a le plus de centenaires aujourd'hui, là, la situation est encore plus effrayante, puisque vous voyez, en natalité, ça diminue d'année en année, alors que la population des gens qui ont plus de 65 ans, elle atteint déjà, aujourd'hui, elle atteint déjà 30%. Donc, c'est vraiment une préoccupation de tous les jours pour les épidémiologistes. Alors, les Français qui sont toujours très pratiques, ils ont regardé pays par pays. Donc, nous, on est probablement proche de la France. Pour 100 personnes actives, combien il y a de retraites à payer? Et vous voyez qu'aujourd'hui, donc, on est en France à 37% de la population qui est à charge des 100 personnes actives. Donc, et ça va monter à 54% en 2050, c'est vraiment demain. Donc, on va vers un système qui va se cracher. Vous voyez qu'en Corée du Sud, qui a une espérance de vie très proche du Japon, la situation est vraiment dramatique et ils font plus d'enfants en Corée du Sud. Donc, c'est vraiment un vrai problème de société. C'est vrai, Dominique, mais un élément qui n'est pas repris, c'est l'âge de la retraite, hein, surtout en parlant des Français. Ils s'identifient quand même de façon assez particulière au niveau européen, hein. C'est vrai que Donc, je ne suis pas sûr qu'on est exactement comme eux. oui. Je ne sais pas s'il y a des Français dans la salle. Et donc, mais ce que je vous disais aussi, c'est bien, mais je pense que si je vous demande qui a envie de vivre plus de 100 ans, il n'y a personne qui a envie de vivre plus de 100 ans aujourd'hui. Donc, ce que tout le monde a envie, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et donc, les épidémiologistes se sont aussi intéressés au fait de voir si tous ces patients âgés étaient en bonne santé. Et malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé parce que dans notre histoire d'homme, en fait, la plupart des maladies chroniques, donc à part l'asthme ou à part quelques maladies comme des petites sinusites chroniques qui s'arrangent avec l'âge, la plupart des maladies chroniques, le cancer, le rhumatisme, le diabète, les maladies cardiovasculaires, décollent à 50 ans. Et c'est vraiment la période tournant. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à voir des, des déficits au niveau fonctionnel de notre immunité. C'est ce qu'on appelle l'immunosénescence. C'était, en fait, c'était cet aspect-là du vieillissement qui m'avait toujours intéressé. Alors, où est-ce que la Belgique se situe parmi l'espérance de vie à 65 ans? Donc, quand vous atteignez la retraite, qu'est-ce qui vous reste encore à vivre? Et donc, vous voyez que la Belgique, elle est dans la bonne moyenne, mais il y a des pays où on vit. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. L'Espagne, c'est aussi le pays après le Japon qui a le plus de centenaires. L'Espagne est très bien classée, la Norvège est très bien classée aussi. Et le Luxembourg est très bien classé aussi. Et donc, vous voyez que la Belgique est dans la moyenne. Donc, on a encore une espérance de vie de 11 ans quand on atteint la retraite. Et donc, la question corollaire, c'était, parmi tous ces pensionnés, quel est le pourcentage de ces patients qui sont en bonne santé, donc qui n'ont pas d'handicap cardiaque, rénal, cancer? Et là, les pays qui dominent, c'est la Norvège, la Slovénie et le Luxembourg. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y avait pas d'explication. Mais donc la Belgique est de nouveau pas mal placée, puisque on est à 16 ans pour ces pays-là. En Belgique, donc l'espérance de vie en bonne santé donc, est de 15 ans, aussi à Malte, en France et en Suède. Et donc, les pays qui sont les moins bien lotis, c'est les pays comme le Portugal. Là, les gens vivent plus vieux, mais pas en bonne santé. Bon, évidemment, il y a toute la corrélation qui n'est pas faite avec le niveau socio-professionnel. Les pays où on fume encore beaucoup, c'est sûr que les ouvriers vivent moins longtemps que les cadres et que les pauvres vivent moins longtemps que les riches. Ça sort dans toutes les statistiques. Donc, la Belgique est dans la bonne moyenne, mais le pourcentage de patients qui sont en bonne santé ne change pas. Il y a toujours 15% des patients euh, qui ont des maladies chroniques et ça ne s'améliore pas. Donc, on vit plus longtemps, mais le pourcentage de patients qui ont des maladies chroniques cardiovasculaires, hypertension, diabète, cancer, reste toujours le même. Donc là, j'attaque ce qu'on sait aujourd'hui du vieillissement. Il y a pas, enfin, il y a des gériatres dans la salle, donc ils vont peut-être
me contredire, mais il n'y a pas une définition vraiment tout à fait acceptée du vieillissement. La seule chose qui est sûre, comme disait Élie, c'est qu'on va mourir. La seule chose qui est sûre. Donc, on a une horloge qui se met en route et tout est fait, tout est programmé pour qu'on meure. Et entre-temps, donc, il y a un processus physiologique qui est extrêmement complexe, vous allez voir, qui est continu, qui entraîne un déclin et une détérioration des propriétés biologiques et fonctionnelles sur le plan cellulaire, qui entraîne une détérioration tissulaire, qui entraîne une détérioration organique, qui conduit finalement à une incapacité de s'adapter aux contraintes extérieures. Donc, c'est une définition un peu vague, mais qui montre qu'on est de toute façon tous dans... Et alors, quand commence ce processus, là, il n'y a pas un consensus, mais la plupart des gens pensent que ça commence après la puberté. Dès qu'on a atteint la puberté, on commence à vieillir. Ici, vous reconnaissez peut-être Jeanne Calment. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau enfin, en termes d'évolution? On voit que toutes les fonctions physiques et physiologiques et psychologiques diminuent avec l'âge. Et on voit aussi parallèlement une augmentation de l'inflammation dans l'organisme. Je vais y revenir. On voit qu'il y a aussi, sur le plan immunologique, un changement, un switch complet entre les populations de lymphocytes. Ça, on a beaucoup étudié. Donc, on rencontre des tas d'antigènes, des tas de virus. Et donc, notre répertoire change complètement. Plus on est âgé, plus on a des lymphocytes T mémoire spécifiques et une diminution, par contre, des lymphocytes T naïfs et des lymphocytes B naïfs. Et chez les patients âgés, il n'y a presque plus de lymphocytes qui sont encore capables de réagir à des antigènes. Donc, le répertoire immunologique change. On est toute notre vie exposé à des mutations génétiques pour toutes sortes de raisons, mais avec l'âge, il y en a de plus en plus de dommages au niveau du DNA. Il en résulte évidemment une détérioration évidente de notre état de santé. Alors, ça se manifeste comment? Bon, ce qui m'intéressait, c'était l'immunosénescence. Et donc, au cours du temps, on a des tas de fonctions. La réponse innée, la réponse adaptative, tout se dégrade avec l'âge. On a de plus en plus d'infections, on a de plus en plus de risques de cancer. Et tout ça lié à une inflammation chronique qui s'installe petit à petit et qui s'appelle l'inflammaging en anglais, qui n'y a pas de traduction, je pense, en français. Et donc ça se traduit par des infections chroniques, des maladies rhumatologiques, des cancers, des maladies cardiovasculaires. Alors, sur le plan cérébral, là aussi, il y a une évolution contre laquelle on ne peut pas lutter. Donc, on a une diminution du volume cérébral, on a un ralentissement des fonctions cognitives qui va plus vite que la perte du QI. Et on a un risque accru de maladies dégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson qui n'existent pas chez les enfants. Et sur le plan cardiovasculaire, là, je pense qu'il y a bien plus que ça, mais donc il y a la rigidité artérielle, l'hypertension, l'immunité. Et donc, le vieillissement, chez toutes ces maladies-là, c'est l'infarctus et les accidents vasculaires, les glécomes, les dégénérescences maculaires, le cancer, les maladies ostéo-articulaires, l'ostéoporose, la surdité, la sarcopénie et toutes ces maladies qui sont associées au vieillissement. Et donc, aujourd'hui, il y a un consensus disant que tous ces mécanismes sont impliqués dans le vieillissement cellulaire et je vais balayer avec vous les plus importants. Alors, l'instabilité génomique, ça c'est parce qu'on est exposé à des dommages au niveau du DNA. C'est évidemment la raison pour laquelle on va développer des cancers. Le raccourcissement des télomères, les altérations épigénétiques, un des phénomènes les plus importants. Ça, on a vu quand on regarde des jumeaux qui vieillissent, vraiment l'épigénétique joue un rôle majeur dans le vieillissement. La perte de la régulation et de l'homéostasie des protéines, le déficit dans la régulation de l'usage des nutriments, vous allez voir, le dysfonctionnement des mitochondries. Alors, un phénomène très, très curieux qu'on a découvert il y a seulement une vingtaine d'années, qui est la sénescence cellulaire, qui ne sont pas des cellules mortes, mais qui sont des cellules tout à fait inactives sur le plan division. L'épuisement des cellules souches dans chaque tissu. Et ce qui, moi, m'intéressait plus, c'était les déficits de communication entre la cellule et son micro-environnement. Et donc là, maintenant, on va faire la part entre, dans tous ces phénomènes, quels sont les phénomènes qui sont
intrinsèques liés à l'individu contre lequel vous ne pouvez pas lutter et les phénomènes qui sont extrinsèques, qui sont liés à votre mode de vie, aux toxiques, aux antigènes que vous rencontrez. Et là, peut-être qu'il y a moyen de lutter un peu. Alors, pourquoi l'instabilité génomique euh, est tellement impliquée dans le vieillissement? C'est parce que la division cellulaire, vous le savez, pour que l'ADN, normalement, dans la cellule, il est sous forme de filaments ouverts avec des zones off qui permettent de faire la synthèse des protéines. Ce ne sont pas les mêmes zones qui sont activées dans le foie ou dans le cerveau, mais au moment où la cellule décide de se diviser, elle se transforme en une petite pelote tout à fait condensée de chromatine sous forme de chromosomes. Et puis, ces chromosomes vont se dupliquer et se diviser. Mais donc, c'est une période très fragile de la vie de la cellule où beaucoup de choses peuvent se passer. Et cette période de division, on le sait aujourd'hui, elle est limitée, elle n'est pas indéfinie. Elle est limitée à 50 divisions. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ce sont en fait les télomères qui régulent ce nombre de divisions. Et puis, la cellule entre en sénescence et s'arrête de se diviser. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il suffit d'une mutation sur un acide aminé pour complètement dérégler le fonctionnement d'une protéine ou d'une cellule. Donc, ce sont des étapes très, très fragiles et il y a beaucoup d'accidents qui se passent pendant les divisions cellulaires. Alors, beaucoup de gens s'intéressent aux gènes impliqués dans la longévité. Et les grandes familles de gènes impliqués dans la longévité, c'est les gènes qui sont impliqués dans la réparation du DNA, puisque chaque fois qu'il y a un accident génétique, on a un système qui répare ou qui élimine la cellule anormale. Les systèmes impliqués dans l'insuline signaling pathway, puisque c'est très important dans le vieillissement, vous allez voir le métabolisme du glucose. Alors, tout ce qui est mTOR, ça c'est vraiment un gène extrêmement important dans tout ce qui est régulation et translation d'ADN en ARN. Et alors, les enzymes qui sont impliquées dans la chromatine. Et en tout cas, dans les études qui sont en cours, il y a 4 gènes sur lesquels on travaille beaucoup. C'est le FOXO3, donc, qui est impliqué dans la réparation. SIRT1, qui est impliqué dans le métabolisme de la sirtuine. Ceux qui s'intéressent au vieillissement ont sûrement déjà entendu parler de la sirtuine. mTOR, qui est une molécule très importante. Et la rapamycine est quelque chose aussi qui est étudié dans le vieillissement, qui est un inhibiteur de mTOR. Et ici, c'est un gène qui est impliqué dans l'apolipoprotéine, donc dans le cholestérol. Celui-là, il n'est pas à la bonne place. Et donc, une des maladies qui nous explique que vraiment le vieillissement est génétique, c'est cette maladie où il y a une accélération du vieillissement. Ce sont des enfants qui meurent vers 15-16 ans, tellement ils vieillissent vite. Et on sait exactement ce qui se passe. Donc, il y a une mutation dans un gène qui est le gène LMNA qui code pour une protéine, le lamine A, qui est en fait une protéine impliquée dans la structure de la membrane du noyau. Et comme cette membrane du noyau, au lieu d'être bien structurée, euh, est tout à fait anormale, ce sont les cellules souches qui ne sont pas capables de survivre et qui meurent. Et donc, ces enfants ont un vieillissement accéléré et ils meurent et il n'y a pas de traitement encore actuellement pour cette maladie. Alors, comme on sait que les gènes, en tout cas, quand on voit ces enfants qui ont cette maladie, les gènes sont vraiment impliqués dans le vieillissement, il y a des études qui sont vraiment surprenantes en cours chez les animaux. Et donc, ici, il y a une étude qui a été faite, je l'ai prise parce que c'est en fait un Belge, un Liégeois qui travaille en Californie, Éric Verdun, que j'ai rencontré. Et donc, il travaille sur des petits vers qui sont hermaphrodites et qui font quelques millimètres. Et ils vivent normalement une vingtaine de jours, vous voyez. Et quand il fait une seule mutation, au niveau de ce DAF2, qui est un gène de ver, eh bien, il double l'espérance de vie de ce petit ver. Mais s'il lui fait la mutation et qu'en plus il lui enlève les gonades, comme il est hermaphrodite, il a les deux, eh bien là, on quadruple son espérance de vie. Donc, ça donne des choses. Et donc, il y a des expériences avec la souris aussi où on peut voir qu'on peut, en jouant sur les gènes, on peut rendre les souris plus performantes sur le plan cognitif, elles sont plus intelligentes et on peut aussi les faire vivre plus longtemps. Donc, chez l'animal, il y a des expériences qui sont très, très prometteuse sur la façon dont on peut jouer sur la durée de vie. Mais bon, chez l'homme, évidemment, il n'y a rien encore.
Donc ça, c'était pour l'instabilité génétique et c'est certainement les gènes jouent un rôle majeur dans la programmation et l'horloge qui se met en route pour le vieillissement. Quelque chose dont vous avez tous entendu parler, ce sont les télomères et le raccourcissement des télomères. Bon, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est quoi des télomères? Des télomères, ce sont des petits bouchons. Au moment où la cellule se racrapote pour se mettre sous forme de chromosome et se diviser, l'ADN, pardon, les télomères, ce sont des petits bouchons qui se mettent au bout des chromosomes, qui ont un rôle à la fois protecteur, parce que s'il n'y avait pas ces petits bouchons, les chromosomes pourraient perdre des morceaux d'ADN et ils pourraient aussi se fusionner, se rencontrer pendant la division. Donc, ça protège le chromosome. Mais ces télomères ont un rôle extrêmement important parce que c'est eux qui vont réguler le nombre de divisions et qui vont mettre en route l'horloge du nombre de divisions des cellules. Donc, ils sont programmés pour une cinquantaine de réplications. Et quand ces télomères sont raccourcis, la cellule entre en sénescence. Elle reste là, mais elle ne se divise plus. Et les cancers, eux, ils ont trouvé le moyen d'empêcher ces télomères de se raccourcir. Et donc, il y a des cancers qui ont cette enzyme, la télomérase, qui restitue les télomères. Et donc, c'est un des mécanismes de la survie des cellules, c'est la télomérase. Alors, la troisième modification, je vous dis qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment une des modifications qui sont extrêmement importantes dans le vieillissement et la façon dont on vieillit. Ça, et on l'a bien étudié chez les jumeaux qui vieillissent dans des environnements différents. Et c'est quoi les altérations épigénétiques? Je crois que vous avez tous entendu parler de l'épigénétique. Donc, ce sont des petits radicaux d'histone ou de méthyle qui se mettent en général sur l'ADN dans les zones où l'ADN ne doit pas travailler. Si vous êtes dans le foie, on a besoin de facteurs de coagulation, on a besoin d'albumine, on a besoin de je ne sais plus de quoi. Mais donc, toutes les autres zones sont masquées par des méthylations ou par des histones. Mais si par exemple vous fumez, eh bien, il y a un radical qui est un radical histone va aller se mettre sur le gène qui code sur le TB53, qui est un gène réparateur d'ADN. Et donc, quand vous fumez, eh bien, vous allez inhiber votre gène réparateur des tumeurs. Et donc, vous savez que les fumeurs ils font plus de cancer de la vessie, ils font plus de cancer du poumon, ils font plus de cancer de la gorge. Et c'est la méthylation d'un gène réparateur de tumeurs qui a été identifié parmi les causes, évidemment, des tumeurs qui se développent. Donc, les altérations épigénétiques, elles sont liées à notre environnement. Si on fume, si on est exposé à des radiations toxiques, si on est exposé aux UV, mais aussi à l'alcool, bien sûr, mais aussi ce qui est de plus en plus démontré, c'est que l'activité physique, si vous n'avez pas au moins 20 minutes de marche active par jour, le manque de sommeil et le stress, ce sont aussi des facteurs qui favorisent la méthylation ou des dépôts d'histones sur l'ADN et qui masquent des zones avec finalement des effets délétères sur le fonctionnement de la cellule. Et donc, ça, c'est tout ce qui est modification épigénétique de l'ADN. Alors ici, je vais passer plus vite. Il y a aussi la perte des protéines. Vous savez que les protéines, quand on les regarde en tridimensionnel, c'est très, très impressionnant. Il y a toujours des structures extrêmement importantes. Mais ces protéines aussi ont une durée de vie limitée dans l'organisme. Et une fois qu'elles n'ont plus leur structure, elles ne sont plus capables de fonctionner. Elles doivent normalement être recyclés dans l'organisme par les macrophages et puis les lysosomes. Mais avec l'âge, toutes ces cellules fonctionnent mal et donc on a des protéines qui s'accumulent dans l'organisme, qui sont des protéines dégradées et qui vont donc avoir un effet délétère. Le plus bel exemple de protéines dégradées dans l'organisme, c'est l'Alzheimer avec ses dépôts dans le cerveau. Ça, c'est vraiment l'exemple d'une protéine qui s'est déposée. Donc là aussi, il y a des études en cours. Et donc ça, c'est un des mécanismes pour lequel on a des dépôts qui se font, l'amyloïdose aussi. Alors, ce qui se passe avec l'âge aussi, c'est un déficit dans la régulation de l'utilisation des aliments. Et donc, on a normalement des cellules qui sont tout à fait bien régulées pour aller chercher des acides aminés, des sucres, des lipides quand elles doivent renouveler tout un processus dans la cellule. Et l'organisme est bien fait, c'est que si vous êtes
en période de carence ou si vous êtes en période de guerre, votre organisme va mettre les cellules en état de maintenance. Et par contre, s'il y a beaucoup de sucre, s'il y a beaucoup d'acides aminés, elle va se mettre en période de réplication des cellules. Elle est tout à fait capable de s'adapter à votre apport alimentaire. Mais avec l'âge, c'est ce qu'on appelle ces sensors diminuent. Et donc, les cellules ne sont plus bien capables de s'adapter à l'apport extérieur en nutriments. Et quand ils ont étudié ça chez la souris, ils se sont rendus compte que finalement, mettre les souris à jeun, ce n'était pas si mauvais qu'on le croyait, surtout quand on le fait de manière intermittente. Si vous mettez les souris à jeun pour longtemps, c'est sûr qu'elles ne vont pas vivre. Mais ils se sont... Et de là vient cet enthousiasme dont vous entendez peut-être parler de ce jeûne intermittent. Il faut absolument rester au moins 12 ou 18 heures, j'ai déjà oublié, sans manger, de façon à ce que l'autre période... Alors, pourquoi est-ce que ces périodes de jeûne dans la journée sont recommandées, en tout cas chez la souris? Et c'est parce qu'il y a des tas d'études qui ont montré que quand on met l'organisme pendant la journée dans une période de jeûne, on met en route un phénomène qui existe chez nous, qui est l'autophagie. Et l'autophagie, en fait, il va chercher les acides aminés, les lipides et les protéines dans le corps quand il n'y en a pas qui arrivent par l'extérieur. Et donc, il va chercher les vieilles protéines dégradées. Au lieu de les laisser se dégrader et se déposer dans les organes, eh bien, il va aller les recycler pour faire d'autres cellules. Et donc, ce qu'ils ont vu avec les souris quand on faisait ça, c'est impressionnant, les études, c'est que non seulement elles vieillissent mieux, mais elles sont plus intelligentes. Comme si le fait d'avoir des dépôts de vieilles protéines rendait aussi le cerveau moins performant. Donc, vous imaginez aujourd'hui les études qui commencent à se faire aussi pour essayer de mettre les gens à jeun, pour éliminer leurs mauvaises protéines qui se sont déposées dans le cerveau. Donc là, il y a toute une recherche qui est en cours, un grand enthousiasme pour le jeûne intermittent qui est basé sur des expériences vraiment très convaincantes chez la souris. Alors, les mitochondries sont aussi dysfonctionnelles avec l'âge. Et les mitochondries, vous savez que c'est notre centrale respiratoire, mais malheureusement, elle produit beaucoup de radicaux libres. Les radicaux libres, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On aime plutôt les antioxydants. Et on demande toujours aux patients de manger plus d'antioxydants parce que ces radicaux libres, ce sont eux qui sont vraiment impliqués dans l'inflammation des organes. Et cette inflammation, c'est elle qui est responsable de toute cette dégradation au niveau immunitaire, au niveau protéines, au niveau cellulaire. Et donc, le stress oxydatif au cours du temps, avec l'épuisement, ici, il y a un petit schéma, probablement que c'est difficile à lire, mais qui montre tout ce que les radicaux libres font. Ils abîment les membranes, ils abîment les protéines, ils provoquent des cassures dans le DNA. Donc, c'est très mauvais d'avoir un excès de radicaux libres. Et malheureusement, avec l'âge, nos mitochondries ne fonctionnent pas bien. Alors, un autre phénomène qu'on connaît depuis aussi une vingtaine d'années, c'est la sénescence. Donc, ça n'a rien à voir avec la mort cellulaire par nécrose ou la mort cellulaire par apoptose, qui est une mort naturelle programmée. La sénescence, c'est vraiment les cellules qui sont arrivées au bout de leurs 50 divisions et qui s'installent dans l'organisme et qui, quand tout va bien, quand on est jeune, sont simplement recyclées et tous les organites et tous les acides aminés sont récupérés. Mais quand on est vieux, ces cellules s'installent, ne sont pas dégradées et finissent parfois par être plus importantes que les cellules normales. Et elles ont tout ce qu'il faut pour plaire. Elles ont des gènes BCL2, BCLX qui sont des gènes impliqués dans l'apoptose. Donc, elles sont là, elles ne meurent plus. Elles ne se divisent plus, mais elles ne meurent plus. Elles ont un rapport nucléocytoplasmique qui est différent. Elles ont des enzymes lysosomiaux qui sont présents. Elles ont bêta-galactosidate, pour ceux qui s'intéressent au vieillissement, P16, P21, des protéines impliquées dans le vieillissement parce qu'ils interfèrent avec la synthèse du DNA. Donc, ces cellules secrètent en fait des tas de choses qui sont toxiques pour l'environnement, qui provoquent de l'inflammation et qui ne meurent plus. Donc, tous ces dommages cellulaires compromettent le fonctionnement cellulaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui pour voir comment on peut ou empêcher la sénescence, qui est probablement pas possible, ou éliminer ces cellules qui entraînent un dysfonctionnement dans beaucoup d'organes. La perte des cellules souches, donc ça, vous savez qu'on a plein de cellules souches dans tous les organes, mais avec l'âge, même si, par exemple, vous avez une fonction
hématologique, vous regardez un hémato chez une personne de 80 ans, il doit être normal. Vous avez une hémoglobine à 14, vous devez avoir des plaquettes à 150 000. Par contre, les réserves médulaires, elles ne sont plus là. Vous donnez de la chimio, la semaine suivante, ils sont en unité stérile à plat. Donc, les réserves, le rein, c'est la même chose. Hein. Ça a une fonction rénale normale, vous lui donnez un médicament néphrotoxique à 80 ans. Donc, les réserves ne sont plus là, donc il y a un épuisement, et c'est lié au fait que nos cellules ne se divisent que 50 fois, et après elles disparaissent. Et donc, ça entraîne aussi un phénomène d'immunosénescence. Alors, j'ai encore le temps? Ah bon, ça va, je vais trop vite. Donc, notre système immunitaire, donc j'ai eu de la chance, comme ça m'avait intéressé de voir pourquoi les patients âgés, pourquoi il y avait que les patients âgés qui faisaient des leucémies lymphoïdes chroniques ou qui faisaient des cancers. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'immunosénescence avec, j'ai eu 2 PhD qui ont travaillé là-dessus. Et donc, vous voyez qu'avec l'âge, que ce soit le répertoire des CD4, le répertoire des CD8, le répertoire des lymphocytes B, donc tout est en, en diminution. Et quand on regarde des gènes enfin, ça c'est du détail, mais des gènes qui ne sont pas très bons pour la cellule, vous voyez qu'avec l'âge, ils augmentent. Alors j'ai un autre PhD qui lui a travaillé sur l'impact du vieillissement sur les macrophages du micro-environnement. Donc on sait aujourd'hui que les tumeurs et beaucoup de phénomènes d'ailleurs sont très liés au micro-environnement, en tout cas dans la moelle, pour que tout fonctionne et pour ne pas développer des leucémies ou des lymphomes tous les jours, on a des tas de sentinelles qui sont là pour détecter donc les cellules dendritiques, vous les voyez ici, on a des cellules, on a des neutrophiles, on a des macrophages. Mais si vous regardez la moelle d'un patient âgé, la répartition des populations sentinelles qui sont là pour détecter les intrus et les éliminer est beaucoup moins importante. Et donc, si vous regardez même au microscope, je vous le disais, c'est impressionnant. Si vous regardez au microscope la moelle d'un patient âgé par rapport à un patient jeune, ça c'est en biopsie, vous voyez que le tissu osseux est plus rare. Le tissu hématopoïétique rouge, qui est le bon, il est aussi en nette diminution chez les patients âgés et il est remplacé par une moelle jaune. Donc la moelle jaune, c'est ce que vous mangez dans les os à moelle, ce n'est que de la graisse. Et c'est une moelle morte. Et chez les patients âgés, donc il y a beaucoup plus d'adipocytes dans la moelle et donc les réserves diminuent au cours du temps. Et donc lui, il a regardé spécifiquement, donc on a confirmé la diminution des lymphocytes CD4, CD8, CD19 et surtout les lymphocytes naïfs qui disparaissent. Il y a une augmentation des Treg. Les Treg, pour ceux qui sont dans le domaine, ce sont des lymphocytes qui favorisent le développement de la tumeur plutôt que de l'empêcher. Il y a une diminution des lymphocytes NK. Et il y a aussi un changement dans les macrophages qui sont censés être de bonnes sentinelles pour éliminer les intrus vont entrer dans une phase de macrophages de type M2 qui sont des macrophages inflammatoires et donc ils vont larguer l'inflammation et ils vont faire exactement ce qu'on ne leur demande pas de faire, provoquer un terrain inflammatoire qui est délétère pour nous et qui favorise le développement de la tumeur. Et donc, il a montré vraiment qu'avec l'âge, on a un switch des lymphocytes, des macrophages sentinelles vers des macrophages toxiques et inflammatoires. Et donc ici, j'ai pris cette dia parce que malheureusement, Laurence, qui a fait des thèses, dont la mienne, pendant des années, vient de décéder ce week-end. Et donc, je voulais lui rendre un petit hommage aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup travaillé au laboratoire. Je crois qu'on arrive déjà à la conclusion. Je ne sais pas si vous connaissez en voiture, ça doit être un vieux truck américain, Ford, mais donc ça c'est bien pour illustrer qu'on n'est pas égaux devant le vieillissement. Si vous laissez votre voiture traîner à l'extérieur ou si vous la bichonnez, la même voiture après 70 ans peut avoir un look tout à fait différent. Et donc c'est vrai pour notre carcasse aussi. Et donc où est-ce qu'on peut lutter pour vieillir correctement? Parce que mourir, on va de toute façon mourir. C'était ça ta question. Et donc, on peut essayer de jouer sur l'inflammation. Et donc, il y a des gériatres qui adorent les anti-inflammatoires. On peut essayer de jouer sur la sénescence et voir si on peut, il y a des études en cours sur la sénescence, travailler sur des drogues et éventuellement faire
tous les programmes pour éviter de développer un cancer, travailler sur l'épigénétique. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, il y a des études chez l'animal que la restriction calorique est plutôt bonne. Donc, ça prolonge l'espérance de vie. Alors, il y a des tas de médicaments, là, je ne vais pas m'en mêler, je crois que je vais laisser la place aux gériatres pour la discussion, mais il y a des tas de médicaments où on fait des découvertes a posteriori qui ont finalement des effets bénéfiques qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle ils sont donnés aux patients. Et donc, vous avez là-dedans la metformine, vous avez la rapamycine qui est spécifiquement un mTOR inhibiteur, donc ça doit avoir un rôle. On a des nouveaux médicaments pour éliminer ce qu'on appelle les médicaments sénolytiques, pour éliminer les sénescences. On a le resveratrol, mais j'ai déjà oublié sur quoi il agit celui-là. Alors, on a toute la mode des GLP-1, donc comment ils s'appellent encore? L'Ozempic et toute cette famille-là. Donc, on a cherché des effets secondaires de tous les côtés pour empêcher les gens de le prendre, mais on trouve très peu d'effets secondaires. On trouve que des effets bénéfiques à ce traitement. On diminue le diabète, on diminue les problèmes cardiovasculaires, on améliore les problèmes cognitifs. Et donc, ils n'ont pas fini de faire fortune. En tout cas, ces médicaments qui sont à base de glutathion, ligand, quelque chose, analogue. Et alors, il y a aussi maintenant la vogue des MNP, qui sont des dérivés d'un acide aminé, nicotinamide, qui entre dans le cycle de Krebs. Et donc là aussi, il y a des études chez l'animal. Et comme c'est une molécule qui coûte 3 fois rien, il y a déjà des tas de gens qui prennent un dérivé de la nicotinamide, mais bon, il faut que les études se mettent en route. Rien n'est encore démontré vraiment par des études. Les télomères, vous avez vu, c'est un mécanisme par lequel on pourrait empêcher que la cellule s'arrête de se diviser. Donc, il y a des tas de gens qui travaillent sur les télomérases. Et alors, il y a aussi évidemment notre horloge biologique, elle est programmée et ça, personne ne peut encore arrêter cette horloge une fois qu'elle est en route. Et voilà. Donc, ce qui est le minimum recommandé, c'est faites attention aux médicaments que vous prenez, mais il y en a qui peuvent peut-être jouer un rôle. La nutrition, vous savez qu'il faut des antioxydants et euh, des vitamines et des sels minéraux. Donc, les cardiologues, ils disent c'est une très belle expression, manger en couleur. Mangez pas. Faites de l'exercice, ça c'est vraiment démontré aussi. L'environnement joue un rôle quand il est toxique. Le sommeil réparateur, parce que c'est pendant le sommeil que les cellules se réparent le mieux. L'environnement social et donc l'équilibre psychologique, les vaccins, bien sûr, médecine préventive, surtout pas l'oublier. C'est pour ça qu'on vit beaucoup plus vieux aujourd'hui, c'est parce qu'on détecte plus tôt toutes ces maladies et qu'on les prend en charge et tous ces médicaments. Voilà, mais je vous remercie avec ça pour votre attention. Merci beaucoup, Dominique. Je pense que On est c'est en bien qu'on a avance. le temps. Oui, non, mais c'est bien parce Oui, parce qu'on a, qu'on a un peu un on petit a la débat là. place, on a la place, place au débat. Mais donc, dans tout ce que tu as montré, en fait, j'ai pas vu la place des hormones pour lutter contre le vieillissement. Donc, il n'y a pas vraiment la place ou il y a une petite place quand même. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? C'est base du mot. J'ai fait un exposé, mais c'était sur le vieillissement de la peau. Donc, très peu d'efficacité a été démontrée en traitant ces gens. Au contraire, on peut faire du mal en donnant de l'hydrocortisone dans des situations où il n'y a pas d'insuffisance, évidemment, des hormones, il faut bien le préciser. Il n'y a pas de raison actuellement pour donner des hormones contre le vieillissement. Maintenant, il faut dire que les études cliniques pour prouver qu'un traitement est efficace contre le vieillissement et donc va prolonger l'espérance de vie est excessivement difficile parce que c'est des études qui doivent se prolonger sur des années et des années. Et donc, la plupart sont des études cross-sectionnelles où on a regardé l'effet de certaines choses. Tu as parlé des analogues GLP-1 actuellement qui montrent qu'il y a un effet bénéfique au niveau cardiovasculaire et au niveau des reins et très peu d'effets secondaires. Mais est-ce que ça va vraiment prolonger la vie? Il n'y a actuellement pas de données là-dessus. Non, non, mais prolonger la vie en bonne santé. Je crois que personne Oui, n'a ok, envie de d'accord. prolonger sa vie. Oui, Tout oui, le monde oui, a bien envie de sûr, vivre le plus bien longtemps sûr. possible en bonne Oui, santé. oui, 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 tout à oui, fait. oui. Mais c'est bien que tu dis ça, parce que moi, je n'ai pas du tout cherché
des aspects thérapeutiques. Ce n'est pas mon rôle, mais je n'ai rien trouvé chez l'animal non plus. Les quelques études que je montrais, c'est parce qu'en cherchant, je suis tombée sur des études chez la souris. Histoire d'hormones de croissance, parce que des animaux déficitaires en hormones de croissance vivent plus longtemps que lorsqu'ils ont une hormone de croissance normale. Donc, bon, il n'y a pas de place non plus pour l'hormone de croissance. Je crois que c'est bien de le dire. Oui. OK. Oui. Dans le traitement de l'inflammation, il fallait donner des anti-inflammatoires, non? Ah, alors j'ai mal compris. Non, je dis, depuis qu'on sait qu'il y a cette inflammaging qui est liée à une augmentation, je vais passer le graphique, mais on a aussi montré qu'il y a une augmentation d'IL6, d'IL8 dans le micro-environnement. Donc, effectivement, mais il n'y a pas du tout d'argument pour. Ah bon. Mais je connais des amis gériatres qui prennent des anti-inflammatoires. Voilà, c'est ça. Mais Oui. je le dis comme ça. Ce n'est pas du tout démontré que c'est ça qu'il faut faire parce qu'on détraque des tas de choses avec les anti-inflammatoires. Il faut leur demander quel anti-inflammatoire. Tu t'occupes un peu de patients âgés, là. Est-ce que tu as un scoop par rapport à... Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, on avait aussi signalé l'effet bénéfique, postulé des anti-inflammatoires dans la prévention du cancer colorectal. Mais on n'allait pas jusqu'à la recommandation d'une prise anti-inflammatoire vu tous les effets secondaires. D'ailleurs, il n'est pas dans ma liste des choses qu'on peut faire ou qui sont d'habitude. Cela dit, il y a quand même c'est le balancier qui aussi, mais encore, les dernières études montrent qu'il pourrait quand même y avoir un effet bénéfique de petites doses d'aspirine dans la prévention du cancer colorectal. Oui, mais alors là, on retombe dans les effets secondaires et notamment dans la prévention primaire de l'accident vasculaire cérébral où finalement on ne recommande plus, même des petites doses d'aspirine. Donc, il faut quand même balancer. Les effets secondaires, hein, parce que ça aussi. Oui. OK, mais donc on a parlé des hormones, mais on peut continuer à parler puisque le stress oxydatif est quelque chose d'important. Mais donc, il y a quand même aussi un gros marché avec tous les antioxydants par rapport à ce stress oxydatif. Donc, par rapport à tout l'exposé théorique et les perspectives, le problème, c'est qu'il y a une exploitation de ces données chez l'homme alors qu'il n'y a rien de démontré. Donc, je pense aussi qu'il faut quand même tordre le cou définitivement à tout ce qui sont ces suppléments alimentaires et autres qui ont un marché de billions de dollars et pour certains d'entre eux, d'ailleurs, ça a un effet négatif plutôt que positif. Une question au niveau des mécanismes, je dirais, physiologiques, biologiques, est-ce qu'il y a un effet de race? Par exemple, pourquoi est-ce que, notamment au Japon, on vit tellement longtemps par rapport à une population caucasienne, par exemple? On pense que c'est l'alimentation au Japon. On pense que c'est l'alimentation. Et le deuxième pays, c'est l'Espagne dans le monde. Donc, c'est quand même des cultures très différentes, des ethnies très différentes. C'est le deuxième pays où il y a le plus de centenaires. Donc, je ne pense pas que c'est ethnique. Et alors, ce qui a aussi été démontré, c'est que, ça c'est évident, l'espérance de vie n'est pas liée non plus à la taille. Parce qu'on a des coquillages qui vivent 200 ans, des tortues qui vivent 100 ans, hein, alors que les dinosaures, ça n'a pas bien marché. alors que l'homme vit 80 et que l'éléphant, il doit vivre aussi 100 ans, je pense. Donc, ce n'est pas lié à la taille. Ça a été bien démontré parce que les Grecs, ils pensaient que c'était lié à la taille. Mais maintenant, quand on voit les perspectives de l'espérance de vie sur les dias que tu as montrés, bon, il y a quand même un élément, alors je sais bien, c'est un petit peu la remarque bateau, mais je pense qu'elle est quand même importante. On n'ajoute pas dans ce modèle-là toutes les conséquences du réchauffement climatique. Je pense notamment à la fragilité des personnes plus âgées. Comme tu l'as dit, en fait, il y a une réduction progressive de notre capacité homéostasique. Et donc, ça risque de faire des dégâts. On l'a vu d'ailleurs quand il y a eu des gros épisodes de chaleur, les dégâts que ça a fait de façon ponctuelle. Et donc, l'environnement est quand même un point important. Ils ne sentent pas la soif comme les bébés, hein, c'est sûr. Oui. Attends. Non, les vieilles personnes n'ont pas soif. Parce que moi, j'ai toujours à mes patients, il faut boire pour les reins, la chimie. Alors, ils me disent, mais n'ai pas soif. Je dis, mais ça ne veut rien dire, il faut boire. Oui, alors oui, il faut se souvenir quand même
capitaine Haddock, hein, une de ses injures, c'est bois sans soif. Et donc, c'est adapté. Mais le point de l'équilibre hydrique est un point effectivement important parce que dans cette restriction, cette diminution progressive de l'homéostasie, effectivement, on boit moins, mais en même temps, on sécrète éventuellement plus d'hormones antidiurétiques de façon inappropriée. Et donc, on a perdu ce volet-là. Et si on dit aux gens de boire plus, et ça paraît globalement quelque chose de positif, mais plus ça peut devenir trop par rapport à leur capacité d'éliminer de l'eau. Donc, on navigue entre le risque d'hypernatrémie et le risque d'hyponatrémie, ce qui rend les choses effectivement euh, pas simples. Et au final, c'est peut-être ça aussi la leçon globale, c'est cette perte d'homéostasie, alors que au départ, la réserve fonctionnelle est une réserve importante. Je me souviens quand j'ai fait des expériences sur la problématique de la réabsorption de l'eau au niveau du canal collecteur de Lapin. Bon, dans une approximation, il n'y a pas d'intelligence artificielle. À l'époque, il fallait se contenter de la naturelle. Bon, j'ai pu montrer que sur tout un tube collecteur, les 20% du début du tube collecteur sont suffisants pour faire le job. Mais au final, ben, on arrive finalement à ne plus pouvoir le faire. En Peut-être un particulier, commentaire sur les dérives, c'est que, ah pardon, avec ce jeûne intermittent qui commence à être démontré scientifiquement, j'ai vu une émission hier d'un un gourou qui fait pas du jeûne intermittent, donc il fait payer les gens pour du jeûne pendant une semaine. Vous imaginez le résultat? oui. Et donc, Non, donc c'est vrai qu'il mais faut tu as vraiment être cité, très mais tu as attentif. cité ces Très études sur attentif. la restriction calorique. Oui, Donc, c'est vrai que dans des modèles animaux, c'est assez clair le oui. bénéfice, mais le risque de le transposer Non, non, mais c'est vrai, garder les à gens en l'homme, dehors. surtout âgé quand même, par rapport à la dénutrition, etc., est un point quand même, Et puis les un dérives, point alors les gens d'attention. qui n'ont pas bien compris. Et puis... Mais là, pour revenir à l'inflammation, donc les anti-inflammatoires, donc je me posais la question avec finalement cette diminution de la partie adaptative de l'immunité et peut-être au contraire, l'immunité innée qui prend un peu le dessus, est-ce qu'il y aurait de la place pour un tout petite pincée de colchicine pour redresser le vieillissement? Mais pour- pourquoi pas? Parce qu'on voit quand même que les maladies auto-inflammatoires et d'ailleurs le niveau de la CRP, etc., a Oui, tendance vraiment. à se majorer avec l'âge. Bien, Avec, mais s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, merci encore, Dominique, et à la semaine prochaine.